Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Tania Lecomte qui vient nous parler d'une étude pour le retour au travail suite à une dépression. On aura plus tard à l'émission notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui vient pour sa part nous parler d'une recherche sur la garde en établissement, la fameuse loi P38. On apprendra à mieux avoir plus d'informations en fait, sur le sujet. On a à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet l'œil miroir de l'âme. Tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Salomé Leclerc. Et la chanson s'intitule « Partir ensemble ». Bienvenue à Folie douce. L'émission Folie douce informe, démystifie et souhaite changer les mentalités au sujet de la santé mentale, et ce, depuis 25 ans. J'accueille maintenant mon invité, qui est Mme Tania Lecomte. Bonjour, Mme Lecomte. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes professeur titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal et vous êtes occupé aussi en fait, c'est une recherche, une thérapie en fait sur la cognitive, sur le retour au travail suite à une dépression. J'aimerais que vous nous en parliez plus. On a beaucoup de minutes pour échanger sur le sujet. Ben super, merci. En fait, il s'agit d'une étude qui a été subventionnée par Healthy Minds, Pfizer, qui est un organisme canadien, qui nous ont donné des fonds à moi puis au professeur Marc Corbière là, de l'UQAM pour déterminer est-ce qu'une intervention de groupe de type cognitif comportemental peut aider les personnes qui ont fait une dépression et qui ont été en congé de maladie là, de leur travail et qui retournent au travail. Est-ce que ça peut les aider à ne pas faire des rechutes de dépression? Et c'est assez étonnant de réaliser dans la littérature que malgré tout ce qu'on connaît sur le retour au travail, sur les thérapies, il y avait personne, ou pratiquement personne, qui avait regardé est-ce que ce genre de thérapie-là peut avoir un impact sur la rechute, et encore moins en contexte de travail, alors qu'on sait que la dépression au milieu de travail, c'est quand même quelque chose de assez connu. Donc, on a eu la chance d'avoir des fonds pour étudier cette problématique-là. Qu'est-ce que c'est la thérapie? Parce que je sais qu'il y a plusieurs thérapies quand on parle de santé mentale. Il y a différents types de thérapies. Qu'est-ce que c'est la thérapie cognitive comportementale? Mais en fait, c'est une thérapie qui vise à modifier notre façon de voir les choses et aussi d'agir dans certaines situations. Donc, c'est beaucoup basé sur l'idée que souvent, c'est pas tant la situation qui est problématique, mais c'est comment on va interpréter la situation. Alors, si on arrive à voir les choses autrement, à trouver des alternatives ou vérifier, chercher des faits pour nos propres perceptions, dire est-ce que j'ai raison de voir la situation de cette manière, ça peut nous aider à être moins déprimé, moins atteint, moins négatif peut-être dans une situation. Je pourrais donner un exemple, par exemple, si mon employeur ou mon patron, mon superviseur immédiat me critique au travail, et si ma première idée c'est il me déteste, il veut me mettre à la porte, mais c'est sûr que mon comportement et mes émotions vont être vraiment affectés, puis je risque d'agir de manière à être encore moins appréciée. Mais si la même situation, je me dis peut-être qu'il a eu une mauvaise journée puis ça n'a rien à voir avec moi, mais je vais vivre la même situation d'une façon très très différente. Donc la thérapie vise beaucoup à emmener les personnes non seulement à réaliser les stresseurs en milieu de travail, à réaliser leur perception, mais à apprendre à utiliser peut-être d'autres façons de voir les choses et aussi peut-être à agir de manière différente pour éviter de retomber dans des idées noires ou dans un processus, je dirais, plus négatif qui peut aussi faire en sorte que la personne reste plus prise dans des émotions dépressives. Parce que effectivement, de faire un retour au travail après une dépression, la personne est beaucoup plus fragile. Elle l'était peut-être avant de s'absenter du travail, en fait, à cause de sa dépression, mais le retour la personne peut se poser beaucoup de questions, donc d'où l'importance de ce genre de thérapie. Puis on va aussi
plus loin que juste les perceptions, parce qu'il y a aussi, on va pas se leurrer, là, il reste qu'il y a beaucoup d'attitudes un peu stigmatisantes, des fois, dans les milieux du travail, face aux personnes qui ont fait un arrêt de travail pour des causes de dépression. Et donc, de revenir et comment on fait face à ces attitudes de stigmatisation ou les commentaires négatifs qu'on peut recevoir. Comment aussi on négocie des accommodements, parce que parfois, justement, après avoir été en arrêt longtemps, on réalise que pour s'y remettre, on a peut-être besoin de un peu plus d'aide ou de modifier certaines choses dans notre contexte de travail. Donc, comment on fait pour négocier ça? À qui on en parle qu'on a fait une dépression? Comment? Et donc, un peu aussi reprendre confiance en ses habiletés puis en ses forces. Donc, la thérapie vise beaucoup à travailler, je dirais, plus qu'une perspective, de travailler à la fois sur l'estime de soi, la gestion du stress, mais aussi sur comment gérer les attitudes peut-être négatives des autres et comment et quand divulguer son problème si on a besoin, par exemple, d'accommodement. C'est pas encore gagné de façon générale, le fait d'être accepté, que les gens du milieu du travail, mettons, acceptent mieux quelqu'un qui retourne après un problème de santé mentale. C'est pas encore, malgré toute l'information qu'on peut recevoir sur la santé mentale, je pense qu'il y a certains milieux de travail qui sont peut-être un peu réticents. En effet, il y a les milieux de travail qui sont réticents, puis aussi, je crois qu'il y a souvent une attitude un peu d'imaginer que parce que c'est arrivé à une personne, surtout si ça lui est arrivé plus qu'une fois, mais c'est comme un signe de faiblesse, alors qu'on sait que ça peut arriver à n'importe qui, là. Toutefois, ce qui est bien, c'est que nous, on offre cette étude-là, c'est en format de groupe. Donc, le fait d'offrir la thérapie en contexte de groupe, ça aide beaucoup les gens à réaliser que ça peut arriver à tout le monde. Donc, dans un même groupe, on peut avoir quelqu'un qui est un cadre supérieur, quelqu'un d'autre qui est infirmière, une autre qui est enseignante, quelqu'un qui est directeur dans un programme. Donc, on retrouve des personnes qui ont vraiment des types d'emploi, des statuts qui peuvent être très différents, mais qui vivent des situations très semblables. Et ça aussi, c'est très aidant de vivre, en fait, la thérapie dans un contexte de soutien comme ça. Puis c'est très normalisant comme expérience. Est-ce que, Madame Lecomte, est-ce qu'il y a des façons de faire, disons, que vous parliez tout à l'heure, d'essayer de négocier avant justement le retour peut-être au travail, certains aménagements? Et, est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait prendre en note, en fait, pour nous aider peut-être les gens qui ont des problèmes de santé mentale à retourner au travail? Bien, en fait, il y a plusieurs choses. Mon collègue Marc Corbière, d'ailleurs, a développé un outil de mesure qui permet qui fait comme une liste de tous les types d'accommodements qu'une personne qui retourne au travail ou s'insère au travail suite à une dépression ou à un autre trouble mental qui pourrait lui être utile. Et donc, juste d'utiliser cet outil-là, par exemple, je suis certaine si vous communiquez avec lui ou son laboratoire, ça ferait plaisir de le partager. Hein. Mais ce genre d'outil peut vraiment aider les agents de retour au travail et les personnes à dire, OK, ben moi, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet accommodement-là? Et à quel point est-ce que ça va me permettre de mieux fonctionner, d'être à mon plein potentiel? Donc, ça vraiment, c'est un outil qui a été validé et puis qui ont vraiment étudié longuement pour déterminer quels sont les différents types d'accommodements qui pourraient être utiles. Parce qu'il y a des choses auxquelles on pense, mais il y a d'autres choses que d'emblée, peut-être, on n'aurait pas pensé. Et de le voir, on dit, ben oui, si j'avais demandé ça, peut-être que ça m'aurait aidé. Donc, il y a quand même eu beaucoup en tout cas, l'équipe du docteur Corbière, là, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et dans le cas vous êtes donc chercheuse principale sur cette étude, sur donc la thérapie cognitive, en fait, comportementale pour le retour au travail après une dépression. Oui. Vous parlez tout à l'heure qu'il y a des groupes, ça se fait en groupe, donc, cette thérapie. Qu'est-ce que les gens, comment ça se passe, en fait? Bon, vous parliez un peu que il y a des personnes de différents milieux, là, que ce soit des patrons, des gens du domaine de la santé ou autre, mais comment ça se passe, en fait? C'est une période, quoi, C'est assez bref, quand même. Oui. En fait,
Les critères d'inclusion, c'est les personnes doivent donc avoir eu un arrêt de travail lié à une dépression. Donc, ils ont dû recevoir un diagnostic. C'est sûr que parfois, sur papier, dépendamment de leur médecin, des fois, ils vont avoir eu un diagnostic plus de burn-out, mais en fait, si clairement la personne correspond aux critères d'avoir eu une dépression et qu'elle a maintenu son lien d'emploi, c'est-à-dire qu'elle retourne dans son emploi antérieure, là, donc elle a gardé son lien d'emploi et qu'elle est soit toute proche de retourner au travail ou qu'elle vient tout juste de retourner au travail, elle est éligible à participer à l'étude. Donc l'étude, en fait, si on a une partie des gens qui font partie, je dirais, du groupe contrôle, là, qui sont un peu en liste d'attente, mais essentiellement, présentement, on offre ces 8 rencontres de groupe une fois par semaine qui durent 1h30. Et donc, on s'adapte là, à l'horaire des gens. Donc, généralement, c'est en fin de journée, là, c'est en début de soirée. Et puis donc, on a des, je dirais, c'est une thérapie qui est relativement structurée avec des thèmes pour chaque rencontre. Et c'est fait avec 2 thérapeutes. Puis les personnes donc qui viennent, ils ont leur cahier, ils savent de ce dont on va parler à chaque rencontre, et ça leur permet justement de se questionner et de développer personnellement leur propre problématique, mais en touchant aux thématiques qu'on apporte. Donc, parfois, on va parler mes stresseurs au travail ou justement reconnaître mes perceptions ou mes forces comme travailleur. Donc, c'est vraiment des thématiques très spécifiques, des thèmes à chaque rencontre. Et au total, c'est 8 rencontres. Donc, c'est quand même assez bref, mais on a réalisé que l'impact est très puissant, surtout car c'est en contexte de groupe. Bon, c'est sûr, on a réalisé, je dirais, un niveau plus clinique, là, anecdotique, mais on a besoin de plus de personnes là, pour participer à l'étude, pour pouvoir montrer là, en chiffres là, au niveau statistique qu'on a vraiment un impact avec ce genre d'intervention. Et les rencontres se passent à l'Université de Montréal ou ailleurs? Ben, en fait, on a choisi de les faire surtout à l'UQAM parce que c'est plus central. Oui. Donc, c'est une métro Berry, donc c'est plus facile pour les gens de se déplacer. Ça nous arrive qu'il y a des gens qui viennent d'une banlieue, donc pour eux de venir en ville. Le métro Berry est quand même assez central, donc la plupart des groupes à ce jour, là, on les a fait, pour l'instant, ils ont tous fait à l'UQAM. Oui. Parce que M. Marc Corbière, lui, est professeur à l'UQAM, là, ça faisait moins loin pour les gens que d'aller jusqu'à l'Université de Montréal. Effectivement, c'est plus central. Vous avez quoi comme objectif ou comme espoir en termes de résultats? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez arriver? Ben, en fait, le programme qu'on utilise est un peu une adaptation d'un programme qu'on avait déjà utilisé pour des personnes qui avaient des troubles mentaux, je dirais pas juste la dépression, mais qui avaient perdu leur lien d'emploi et qui souhaitaient retourner au travail. Et on avait remarqué que on réussissait à avoir disons, un maintien d'emploi supérieur avec ce programme-là. Donc là, on l'a modifié pour la dépression puis pour les gens qui avaient gardé un lien d'emploi. Donc, ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait, c'est davantage de maintien au travail, moins d'absence maladie liée à la dépression, donc moins de symptômes dépressifs qui reviennent en contexte de travail et un plus grand, je dirais, bien-être au travail. Oui. Donc, on vise en fait, c'est des cibles, je dirais, plus psychologiques, là, quelque part, là, que les personnes soient mieux au travail, se sentent mieux et puis soient davantage aptes à éviter une rechute dépressive. Oui. En terminant, Mme Lecomte, est-ce qu'il y a un endroit où on peut communiquer avec vous, avec les gens responsables pour participer, des gens qui auraient une problématique de santé mentale, surtout une dépression, qui vivraient une dépression et qui voudraient retourner dans leur milieu de travail? Comment peuvent-ils participer à votre étude? Bien, certainement. Écoutez, la meilleure façon, ça serait de téléphoner au coordonnateur. Son nom, c'est Jean-Philippe Lachance. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 514-987-3000. Et le poste, c'est le 5593. Donc, le 987-3000, poste 5593. Sinon, si les gens sont pas bons avec les chiffres, ils n'ont pas eu le temps de le prendre en note, vous pouvez aussi avoir l'information sur l'étude sur mon site web qui s'appelle l'espoir.ca.
sans apostrophe, en un seul mot. Et il y a la description, puis à ce moment-là aussi, il va y avoir des liens. Donc, je dirais la façon la plus simple, c'est ça, c'est de contacter directement notre coordonnateur. On est présentement en période de recrutement. On devrait pouvoir commencer un groupe d'ici quelques semaines. Là. Il nous reste quelques places pour le prochain groupe. Puis, évidemment, il va en avoir d'autres qui vont suivre dans les prochains mois. Parfait. Ben, merci beaucoup et bonne continuité pour cette étude. C'est très intéressant. À la prochaine. Bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est donc Mme Tania Lecomte, professeure titulaire au département de psychologie, qui nous parlait d'une thérapie cognitive comportementale en rapport au retour au travail suite à une dépression à folie douce. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, l'œil miroir de l'âme. Oui, c'est un vieux proverbe. On dit que l'œil est le miroir de l'âme, mais ça prend une autre forme maintenant aujourd'hui parce que en début février de 2016, soit l'année passée, il y a une équipe de chercheurs et de cliniciens de la ville de Québec qui ont donné le coup d'envoi de ce qu'on appelle le projet HOPE, ce qui tient pour Horizon Parents-Enfants. Il s'agit d'un projet de recherche et d'intervention auprès des jeunes de 5 à 17 ans dont l'un des parents est atteint d'un trouble de santé mentale majeur, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire ou la dépression chronique. Pour vérifier cet article-là, mais vous allez sur Internet, sur le site de Éthique Hebdo. La grande nouveauté, c'est qu'on n'étudie pas le cerveau en tant que tel, on étudie une autre partie du corps. Oui, tu vas voir, c'est assez extraordinaire. Le projet vise à améliorer l'accès aux soins de santé mentale pour ces enfants et adolescents et de leur offrir un suivi continu et personnalisé. La particularité du projet réside toutefois dans la manière dont on cherche à atteindre cet objectif. Dans une perspective de médecine, ce qu'on appelle prédictive, on veut utiliser et tester un nouvel outil pour détecter chez les jeunes n'ayant pas encore de symptômes leur risque de développer un problème de santé mentale. Ensuite, dans une optique de médecine préventive, on veut utiliser cette information pour orienter l'intervention d'une équipe clinique qui agira en prévention auprès du jeune pour ralentir la possible apparition des symptômes ou en atténuer les désagréments. C'est ici que la rétine fait son entrée. Le nouvel outil en cause est un test expérimental de dépistage par la rétine, soit ce qu'on appelle l'électrorétinographie. Il s'agit d'observer les réactions de la rétine face à un stimulus lumineux. Cette réaction, qui prend la forme d'une activité électrique dans la rétine, reflète l'état du cerveau lui-même. En fait, de l'information concernant le cerveau est inscrite dans la rétine au moment de sa formation, lorsque la personne n'est encore qu'un embryon. On parle alors de biomarqueurs, lorsqu'une caractéristique biologique permet de détecter indirectement la présence d'un autre phénomène biologique qui nous intéresse. Dans le cas présent, des anomalies dans la réponse de la rétine au stimulus signalent des anomalies dans l'équilibre chimique du cerveau. Ces anomalies sont propices avec un certain niveau de risque de développer plus tard un trouble de santé mentale. Ouais. C'est quand même complexe. D'habitude, il y a une résonance magnétique, mais là, ça se fait pas par résonance magnétique. Non, avec c'est la technologie qui a permis ça, tout simplement. Est-ce qu'il explique le fonctionnement de la machine? Non, parce que je pense qu'on aurait de la misère à suivre. Mais je vais continuer la lecture de l'article. On dit « Le test est non invasif », c'est-à-dire qu'il n'implique pas de pénétrer à l'intérieur du corps, comme avec une aiguille pour un test sanguin. Et il est facile à réaliser. Cependant, trop peu a été dit sur les questions éthiques que soulève un projet de cette nature. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Bien, pas que ça ne l'était pas déjà, mais écoutez bien. On dit « Faire de la recherche et intervenir auprès de mineurs est délicat et exige des précautions importantes pour les protéger. C'est d'autant plus délicat en contexte de santé mentale. On se trouve face à une population doublement vulnérable. » Maintenant, le test est-il utile? Une autre condition d'acceptabilité est l'utilité du test, à savoir s'il fournit de l'information qui est pertinente. Comment les participants sont-ils choisis?
Une campagne de dépistage ou de détection précoce des vulnérabilités doit cibler une partie de la population qui sera soumise au test. La manière dont cela est effectué est délicate du point de vue de l'éthique ou de la morale, comme on disait avant. Par exemple, va-t-on exclure une portion de la population difficile à cerner, mais qui bénéficierait grandement du test? Dans le cas de l'ERG, c'est-à-dire l'examen de la rétine et du projet annoncé, la population ciblée sont les enfants dont un parent est atteint d'un trouble de santé mentale majeur, car ils présentent un risque accru d'être eux-mêmes atteints plus tard du même trouble. Oui, puis il ne spécifie pas que ça n'a pas besoin d'être spécifiquement la schizophrénie, la dépression, ça peut être toutes une des maladies importantes. Ça peut être plusieurs types de maladies, mais là, on a nommé celles qui sont les plus courantes. Oui. Cela laisse néanmoins de côté les enfants dont un parent est atteint d'un trouble non diagnostiqué, car il serait bien sûr impossible à rejoindre. Cela laisse aussi de côté les enfants à risque, mais dont aucun parent n'est atteint d'un tel trouble. Pourtant, une grande partie de la population atteinte d'un trouble de santé mentale majeur est constituée de personnes dont les parents n'ont pas ce genre de problème. Cela soulève un enjeu en matière d'équité d'accès aux soins. Maintenant, comment les résultats du test sont-ils utilisés? Les résultats du test doivent servir à améliorer le suivi et l'encadrement des jeunes à risque, mais le fait même de désigner un jeune comme à risque peut avoir des conséquences négatives. Les jeunes peuvent notamment être stigmatisés ou carrément discriminés sur la base du risque présumé, particulièrement lorsque cette information est versée au dossier médical. Un même comportement peut être interprété différemment par un clinicien du simple fait de savoir son patient à risque. Mais je reviendrai plus tard dans l'émission. Dans le deuxième bloc, dont l'Espresso à loger. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. Donc, l'œil miroir de l'âme. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie est des nôtres. Et Jean-François nous parle de recherche sur la garde en établissement, la fameuse loi P38. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet L'œil miroir de l'âme. Vous entendrez aussi en chanson Polaroid de Alex Nevsky et Enfant spécial de Radio Radio. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folidouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. J'accueille maintenant notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour, tu es de Action Autonomie et bien sûr, on a toujours plaisir de pouvoir écouter tes propos puisque c'est quand même des sujets très importants pour le monde de la santé mentale, pour les gens qui ont certaines problématiques. Donc, on t'apporte souvent des solutions, en tout cas des pistes de solutions. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore très intéressant qui est en fait les résultats d'une nouvelle recherche qui a été publiée sur la garde en établissement, n'est-ce pas?
Voilà. C'est en fait une recherche qu'on a faite sur l'application de la loi P38, la fameuse loi P38.001, qui s'appelle la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. C'est une loi qui est assez complexe, et elle est complexe parce que c'est une loi d'exception. Normalement, on ne devrait pas y avoir recours souvent, mais on va voir plus loin qu'on y a recours quand même assez fréquemment. Tu nous avais relaté que c'était quand même dans d'autres chroniques, justement, que on y allait un petit peu avec de l'excès de ce côté-là. C'est devenu plutôt qu'une procédure d'exception, c'est devenu une procédure de routine. Effectivement. Et nous, on dénonce ça fortement. Et la recherche, c'est ça, a été faite par qui? Elle a été faite par nous, par Action Autonomie. C'est une recherche qui nous a pris plus d'1 an à faire. Elle porte sur l'année 2014 et on a épluché finalement tous les dossiers du Palais de justice, tous les dossiers de requête de garde en établissement qui ont été présentés au Palais de justice de Montréal. Donc, pour avoir vraiment des faits et de pas raconter n'importe quoi, d'avoir vraiment quelque chose de tangible. Là, exactement. Et on est les seuls qui font ce travail-là. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a probablement aucune idée du nombre de requêtes en garde qui sont présentées, ne s'intéresse que très peu à l'application de cette loi-là, alors que c'est une loi qui est très, très problématique pour les libertés fondamentales. C'est une loi qui entrave les libertés fondamentales. Très restrictive là, à la liberté, effectivement. En effet. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire, justement? Ben, d'abord, il faut comprendre que pour la bonne compréhension de la chose, il faut expliquer un petit peu ce que c'est que la loi P38. Ça prévoit 3 types de garde en établissement. La première, c'est une garde préventive. C'est une garde qu'on peut faire sans autorisation d'un tribunal. On peut garder une personne contre sa volonté pour un maximum de 72 heures. Par la suite, si on veut la garder plus longtemps et qu'on veut lui passer des examens psychiatriques sans son consentement, il faut aller faire une requête au tribunal pour une garde provisoire qui va durer 48 heures de plus, durant laquelle on va faire un examen psychiatrique à la personne. Par la suite, si on considère, suite à ces examens-là, qu'elle présente un danger pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, on peut faire une deuxième requête au tribunal pour la garder en établissement durant un maximum de 30 jours, et cette garde-là, elle est renouvelable. Ouais. Donc, c'est une loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une loi d'exception parce qu'elle contrevient à l'article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés qui reconnaît le droit à la liberté. Il faut comprendre que les personnes qui sont mises en garde n'ont commis aucun délit. Ce ne sont pas des criminels. C'est une garde préventive, en quelque sorte, qu'on fait parce qu'on pense qu'elles pourraient éventuellement avoir des comportements violents, mais on n'en a aucune preuve et, de fait, elles n'en ont jamais commis. En fait, elle a été établie à quel moment, la loi P38? La loi P38, elle date de 1998, mais elle a été précédée par une autre loi qui s'appelait la loi de la protection du malade mental, qui date de 1972. Nous, on fait des études sur ces lois-là depuis 1996. Et une des choses qu'on a établies là, dans notre dernière recherche, c'est que le nombre de requêtes de garde en établissement depuis 1996, il a doublé. Il était à 1591 en 1996. Il est aujourd'hui, en 2014, à 3021. Et nous, on pense pas que les gens sont 2 fois plus dangereux aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1996. Donc, ça nous fait dire que le recours à cette loi-là est devenu routinier, est devenu au-delà de l'exception que la loi devrait constituer. Et ça, c'est le nombre de gardes en établissement sur le territoire du Québec? Seulement à Montréal. Seulement à Montréal. Seulement à Montréal. C'est énorme. Oui. Nous, notre territoire, c'est Montréal. C'est énorme. Et c'est beaucoup, effectivement. Ouais. Et en plus, on a établi que les gardes étaient de plus en plus longues. En 1999, il y avait 173 décisions pour des gardes de 27 à 30 jours. En 2014, il y en a presque 10 fois plus. Il y en a 1361. Donc, plus on demande des gardes, mais plus on les demande pour longtemps aussi. Et on a établi que la loi n'était pas respectée par les institutions, notamment la durée de la garde préventive. La loi, comme je le disais tout à l'heure, prévoit 72 heures de garde. Ce qu'on a établi, c'est que la moyenne, puis il y en a des plus longues que ça, mais la moyenne, c'est 136 heures de garde sans autorisation du tribunal. Ça, c'est plus que 5 jours. Donc, c'est quand même très long. Excuse Jean-François, mais qu'est-ce qui peut expliquer? Parce qu'on n'arrête pas de parler depuis des années, de dire qu'il y a de moins en moins de gens dans les milieux hospitaliers qui sont en garde, en d'autres mots. Et là, on voit que les chiffres sont assez incroyables. Il y a une espèce de paradoxe dans le réseau de la santé mentale, c'est que quand on veut des soins,
Quand on se présente pour avoir des soins, on n'est pas capable d'en avoir. On est sur des listes d'attente, on nous dit, comme c'est arrivé à Alain Magloire, par exemple, on nous dit, votre dossier est fermé, il faut que vous refassiez une demande au guichet unique, etc. On peut pas vous recevoir maintenant. Mais quand on veut pas avoir de soins, quand on veut simplement vivre notre vie, puis qu'on a des comportements qui sont peut-être un peu hors normes, un peu excentriques, ben là, le système nous saute dessus, littéralement, et là, nous prive de notre liberté, puis nous donne des soins puis des médicaments contre notre volonté. Mm-hmm. Donc, c'est un paradoxe. Effectivement, dans le réseau de la santé. Ouais. Et bon, il y a plein d'autres violations de la loi qu'on a constatées. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la garde provisoire pour laquelle il faut faire une première demande suivie d'une deuxième pour la garde autorisée. Ouais. Mais cette première demande-là, elle est à peu près jamais faite. Ce que les hôpitaux font, c'est qu'elles font les examens psychiatriques aux personnes durant la garde préventive sans leur demander leur autorisation, ce qui est illégal, et s'en vont tout de suite en garde autorisée après. Alors que c'est pas ça qu'elle devrait faire. Elle devrait le faire. Elle devrait demander l'autorisation du tribunal pour pouvoir faire les examens psychiatriques sur les personnes. Et on peut nous dire que la loi est inapplicable, que les délais sont trop courts, etc. Mais il y a un hôpital où on le fait beaucoup mieux qu'ailleurs. Et c'est l'hôpital du Sacré-Cœur. L'hôpital du Sacré-Cœur, dans presque la moitié de ces cas de garde autorisée, il y a eu une demande de garde provisoire avant faite par l'hôpital. Donc, ça nous démontre que quand on a la volonté de respecter la loi, c'est possible de respecter la loi. Mm-hmm. Il y a certaines personnes on rencontre souvent à chaque fois qu'il y a des événements où il y a quelqu'un qui a eu des troubles de santé mentale et qu'il se passe un drame. Par exemple, on a entendu un ou deux meurtres, je pense, par une personne récemment dans l'actualité. Les gens ont tendance à dire, on devrait les garder, Donc, comment on peut expliquer aux gens, justement, le fait qu'une personne soit peut-être a été mal, peut-être encadrée, et elle a commis des choses comme ça. Et par contre, il y a d'autres personnes qui devraient peut-être être en liberté et qui sont gardées de force. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait pas de suivi sur les personnes. Souvent, on les garde en établissement et on les laisse sortir par après sans trop d'encadrement. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin d'une certaine forme d'encadrement. Pas nécessairement de la répression, mais du soutien, une espèce de filet psychosocial autour d'elles, de façon à leur permettre de réintégrer correctement la société. Ouais. Dans le cas de Frédéric Gingras, celui dont on parle, ça ne s'est manifestement pas fait. Et il y a eu, je pense, dans son cas, une baisse de médication qui n'a pas été encadrée. Et c'est probablement l'effet de cette baisse de médication-là qui a eu des conséquences néfastes sur la personne et a ramené ces problèmes et a donné les résultats qu'on a vus. Et c'est ça qui est dur de faire, parce qu'on essaie ici de démystifier justement toutes ces questions-là, mais la majorité de la population, si on veut, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est on devrait tous les enfermer, on devrait tous les garder Alors, il faut qu'on tout le temps, finalement, essayer de démystifier, essayer d'expliquer des choses, puis essayer de dire, ça peut être fait autrement, puis la société serait... Voilà, et c'est très imprévisible, là. Il y a une personne, plus récemment encore, là, qui a été tuée par les policiers derrière la Old Brewery Mission. Cette personne-là, de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, c'est que c'était une personne qui fonctionnait bien, en général. Ouais. Tout d'un coup, elle a eu un épisode de violence qui est, par définition, imprévisible. Et c'est pas parce que ce genre d'événement-là arrive qu'il faut priver de leur liberté des milliers de personnes comme on le fait là, sans motif sérieux, et souvent parce qu'elles ont des comportements qui sont un peu dérangeants, mais qui sont pas réellement dangereux. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite aussi, pour cette étude que vous avez réalisée? On peut parler aussi du recours au tribunal administratif du Québec. Le TAC, c'est une instance qui fait la révision des décisions des fonctionnaires, et la loi prévoit qu'on peut en appeler devant le tribunal administratif de la décision d'un juge d'avoir accordé une garde en établissement. Le problème, c'est que les délais de traitement de la demande au tribunal administratif du Québec dépassent la durée de la garde. Ce qui fait que le recours est un non-recours, finalement, est un faux recours. Ouais. Le protecteur du citoyen se penche présentement sur cette question-là parce que c'est un déni de droit. L'autre question aussi, c'est la question de la présence en cours. Dans 70% des cas, il y a une seule des deux parties qui se présente devant le juge et c'est l'hôpital. Ouais. Donc, ces procès-là, parce que c'est un procès civil, ne sont ni justes ni équitables parce que le juge n'a pas devant lui les deux parties, ne rend sa décision que sur la base du témoignage d'une seule des deux parties. Ouais. Est-ce qu'Action Autonomie, suite à cette étude-là, a fait des recommandations? Parce que, dans le fond, ça peut être suivi ou non, mais qu'est-ce qu'on propose, dans le fond? Parce que on est comme dans
une situation difficile à gérer, qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer cette situation? En fait, ce qu'on demande au ministre de la Santé et des Services sociaux, c'est de faire en sorte que sa propre loi soit respectée. La loi en elle-même, nous, on demande, elle n'est pas parfaite, mais on demande pas à court terme de modification à cette loi-là. On se dit simplement, revenons à ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire une loi d'exception. Développons des mesures alternatives pour permettre de soutenir des personnes qui en ont besoin sans nécessairement les priver de leur liberté. Parce que ce qu'on constate, c'est que les hôpitaux, en grande partie, elles ont deux choses à offrir aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est des médicaments et de la privation de liberté. Mm-hmm. Or, il y a plein d'autres choses qui peuvent être offertes à ces personnes-là et c'est de ces choses-là dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin d'entraide, elles ont besoin de compréhension, de solidarité et c'est comme ça qu'on va guérir. Parce que l'expérience d'une garde en établissement, c'est dans beaucoup de cas une expérience traumatisante et les gens sortent de leur garde en établissement en plus mauvaise santé mentale qu'ils étaient quand ils y sont entrés. Et même si certains disent que c'est toujours une question d'argent, c'est pas vrai. Il y a des choses qui coûtent moins cher et qui pourraient être faites. C'est juste la volonté que ça prend, comme tu disais. Tout à fait. Les ressources alternatives, les organismes communautaires fonctionnent avec des très, très, très peu de moyens. Et si on ne faisait que bonifier un peu ces organisations-là, on pourrait rendre des services beaucoup plus importants à la population. Ouais. En conclusion, Jean-François, pour qu'est-ce qu'on peut dire et à quoi on peut s'attendre pour la suite? On espère que le gouvernement va réagir, surtout à la lumière des récents événements là, qui se sont produits. On espère qu'il y aura une écoute de la part du ministre, une compréhension que cette loi-là a été faite pour être respectée et qu'elle ne l'est pas. On ne peut pas agir impunément dans l'illégalité dans une société comme la nôtre. Il va falloir que le premier ministre s'en rende compte. Oui, et merci d'être là pour nous, justement, pour fouiller les dossiers. J'aimerais ça qu'on mentionne les coordonnées d'Action Autonomie où tu travailles. Voilà. Alors, on peut nous joindre par téléphone au 514-525-5060 ou encore on peut nous écrire par courriel à lecollectif@actionautonomie.qc.ca et vous pouvez visiter notre site internet, le www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François. C'est un plaisir. Il y a une prochaine. Merci. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, 514-990-9604. Nous poursuivons au micro avec le bloc Espresso allongé. Alors, le sujet entamé plus tôt par Pierre, donc l'œil miroir de l'âme. Oui, je vous lis quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site de Éthique Hebdo. Qui peut avoir des bons points que soulever des questions éthiques. Oui, c'est vrai que plus la recherche avance, dans le dépistage, oui, ça peut provoquer des problèmes d'éthique parce qu'il y a des jeunes qui risquent d'être stigmatisés comme tu disais stigmatisés à tort. Ouais. Alors, je poursuis ma lecture. Alors que cela peut être bénéfique dans certains cas de pouvoir dépister, cela peut être nuisible si l'on surinterprète et inculque un traitement inutile. De plus, cette information devient disponible aux assureurs. Autre point. Aussi, ce savoir ainsi à risque peut causer de l'anxiété et de la détresse chez les familles et chez les jeunes. Cela renforce l'exigence que les résultats soient fiables et utiles, en plus d'être bien expliqués pour contrebalancer les inconvénients. Parce qu'à la base, tu disais, quand il y a un parent qui a un problème de santé mentale, l'enfant a des risques. Donc, plus de risques. C'est un peu pour ça qu'on fait le dépistage. Exactement. Mais en même temps, parce qu'il y a quand même une recherche qui s'occupe de la génétique aussi, parce qu'il y a un des parents qui est atteint de la maladie. Oui. Enfin, il faut savoir de quel ordre est le suivi qui est offert aux participants qui sont identifiés comme étant à risque. Est-ce qu'il inclut une dimension psychosociale? Est-ce qu'on s'intéresse aux autres déterminants de la santé mentale au-delà des facteurs biologiques et neurochimiques? Est-ce que cela permet de diminuer le recours aux traitements pharmacologiques qui viennent avec des effets indésirables importants et de plutôt adopter des approches préventives plus douces? Ou est-ce que cela va entraîner une augmentation du nombre de jeunes médicamentés, même chez ceux qui ne sont qu'à risque et ne développeront pas nécessairement la maladie?
des bonnes questions. Ces résultats sont susceptibles de guider non pas uniquement les cliniciens et l'équipe de suivi, mais les parents et les jeunes eux-mêmes. Il faut alors se demander comment les parents réagiront. Seront-ils tentés de surprotéger leur enfant? Dans le même ordre d'idées, il faut se demander quel impact les résultats du test auront sur les projets de vie des jeunes, sur leur manière de se projeter dans l'avenir. Comment se percevront ces jeunes qui, bien que sans symptômes, se savent tout de même à risque de sombrer du mauvais côté, entre guillemets, de la santé mentale? Alors, ça termine l'article en tant que tel, mais on a apporté d'autres points intéressants. On dit que chez les personnes qui sont déjà malades, les chercheurs peuvent distinguer une personne atteinte de schizophrénie d'une personne qui n'en est pas atteinte dans 99% des cas. Pour la bipolarité, le test est efficace à 98%. Et autre fait intéressant, l'Ordre des infirmières et l'entreprise Bell ont officialisé des dons de 250 000 $ et 1 million respectivement pour accélérer la recherche. L'argent destiné au projet HOPE, Horizon Parents-Enfants, permet de tester le nouvel outil tout en offrant un suivi des enfants les plus à risque. On cible les jeunes de 5 à 17 ans de Québec nés d'un parent atteint d'une maladie psychiatrique. Et notez que dans la région de Québec, on estime à 12 000 le nombre d'enfants de parents atteints. Mais tu avais des points intéressants. Mais avant, je veux rappeler aussi que tout ça se fait en observation avec la technologie de l'œil. Là, oui, en fait, on observe la réaction de la rétine en projetant de la lumière dans l'œil. Et selon la réaction, on peut savoir si effectivement l'enfant est à risque et tout ça. Moi, non, ce que je pensais quand tu nous parlais de ça dans les blocs et maintenant, en fait, je me disais, des fois, c'est comme si on avait peur d'avoir peur. Là, c'est beau de prévoir et tout ça, mais est-ce que l'inconvénient de savoir que la personne peut être à risque, est-ce que ça peut lui nuire plus, un peu comme tu disais? Est-ce que c'est stigmatisant? Oui, mais est-ce que la personne va comme avoir moins confiance en elle à cause qu'elle sait que c'est ça qui est un petit peu questionnable. On pourrait mettre un équivalent, c'est la maladie de Lou Gehrig, qui je pense est génétique et les gens peuvent l'avoir. Est-ce que c'est mieux de le savoir ou pas? À peu près dans toutes les problématiques de santé physique où souvent quand un parent est à risque, on dit que oui, il y a comme un... Surtout les maladies qui peuvent être transmises par famille. Oui, c'est ça, génétique, mais on sait que la santé mentale, il y a le côté génétique, le côté environnemental, il y a un peu tout ça, mais tu sais, je me méfie toujours un petit peu, ça dépend toujours qui est derrière ça, puis tu sais, je veux pas dire qu'il y a un complot et quoi que ce soit, là, mais tu sais, même les sociétés de médicaments, je me dis, est-ce qu'ils ont du lobbying qui fait que plus on va dépister jeunes, plus on va peut-être diagnostiquer, donc on va... On va faire prendre plus de médicaments à ces enfants-là, peut-être inutilement. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions aux gens, mais j'ai toujours des fois un petit peu de misère à... Il faut avoir de la recherche, il faut avancer, il faut mieux connaître, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est plus un risque? Est-ce que sur le nombre qu'on a fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est juste une impression. Moi, je pense que oui, parce qu'on va encadrer ces jeunes-là plus tôt dans la vie. Mais il s'agit de le faire de la bonne façon pour pas les rendre anxieux pour rien. D'ailleurs, on le dit dans l'article, mais de notre côté, on ne peut pas arrêter de pousser la recherche toujours de plus en plus loin. Oui, c'est certain. Même si ça bénéficie à des compagnies de médicaments, il faut continuer de progresser. Et comme tu dis, c'est un test aussi qui est très simple, qui ne demande pas aucune opération. C'est quelque chose douloureux. Sur l'œil. Peut-être un jour, ça va se faire quand les enfants ont un test d'optométrie en centre hospitalier. Mais déjà, quand il y a des tests d'optométristes, je pense qu'il y a un côté justement de réaction à la rétine pour savoir si la personne a une certaine problématique. Fait que ça se fait déjà, l'observation de l'œil, mais dans le cas de santé mentale, c'est quand même assez innovateur. C'est assez fantastique. Mais... Oui, merci beaucoup pour ce sujet, Pierre, et merci Ghislain pour ta participation. Donc, l'œil miroir de l'âme à Folie douce, demeurez des nôtres. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez sur le lien sur notre site web antenne.qc.ca. On va prendre quelques secondes, Ghislain, ici présent, et Pierre. Donc, pour inviter les gens qui voudraient participer à l'émission Folie douce, on est là, bien sûr, chaque semaine. Oui. Et ça fait 25 ans que l'émission est en ondes pour démystifier la santé mentale. C'est arrivé quelques fois que des jeunes nous ont contactés par courriel et on les a invités. Oui, donc si vous faites partie d'un organisme ou si vous faites un projet spécial en rapport à la santé mentale ou si vous-même, vous voulez vous impliquer au niveau de la santé mentale, on vous invite. Donc, vous pouvez nous joindre par courriel foliedouce@
antenne.qsub.ca ou par téléphone aussi, notre boîte vocale 514-990-9604. C'est bien ça. Alors, l'invitation est lancée. On va y aller avec la nomenclature des chansons, Justin, qu'on a pu entendre dans l'émission aujourd'hui. Oui. On a commencé avec Partir ensemble. De Salomé Leclerc. On a pu entendre La force de la gravité. Oui, le groupe s'appelle Les Surveillantes. Oui, dans la deuxième demi, on a pu écouter Polaroid. Oui, excusez, Alex Nevsky. Je me suis trompé dans la langue. Et à l'instant, Enfant spécial. Oui, de Radio. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical, merci. Justin, et à toi et à Pierre, en fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Et merci Pierre également pour ton espresso et espresso allongé, le sujet L'œil miroir de l'âme. On remercie notre invitée Tania Lecomte en début d'émission qui nous a parlé d'une étude pour le retour au travail suite à une dépression. Donc, c'est certainement des bonnes suites à ce... on va en parler dans le futur, évidemment. On a eu notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous a parlé d'une recherche sur la garde en établissement de la fameuse loi P38. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. do do